Je suis vraiment ravi de pouvoir d'avoir cette occasion de discuter avec vous, de présenter nos travaux. Je suis néphrologue de formation, je dirige une équipe de recherche. Donc je dirige une équipe de recherche au Centre cardiovasculaire de Paris, qui est un centre de recherche INSERM qui jouxte l'hôpital européen Georges Pompidou, dans le 15e arrondissement. Et je remercie vivement Benjamin Terrier et le professeur Guivin et ses collègues du GFEV, parce que justement pour nous c'est très très important d'avoir ce type d'interaction dans des réunions comme ça, formelles, très stimulantes, pour développer les aspects translationnels de notre recherche et avoir votre retour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc des glomérulonéphrite rapidement progressive, pris comme une entité un peu indépendante de la cause immunopathologique qui les induit. Alors il y a plein de synonymes, ce qui fait que la littérature est souvent un peu difficile à suivre. Le synonyme, ce serait aussi glomérulonéphrite à croissant. Et je vais vous parler de ça parce que vous savez que en médecine, la vie n'est pas comme le printemps de Sandro Botticelli, où dans ce monde idéal, il n'y a pas de stress à part Zéphyr éventuellement qui va un peu violenter Chloris, hein, et puis la rendre déesse des fleurs, mais Flora. Et dans la médecine avec le caducée, on peut essayer de repousser les nuages. C'est ce qu'on peut faire en globe. Mais la vraie vie, c'est plutôt comme ça. Vous avez des malades qui ont des facteurs de risque massifs, majeurs. Là, moi, c'est Keith Richards que j'aime beaucoup. Hein, vous savez, le guitariste, chanteur des Stones. Qui est toujours en vie, malgré une quantité de stress qu'il s'est auto-infligé ces dernières décennies, drogue, tabac, je ne sais pas quoi, manque de sommeil, enfin tout ce que vous voulez, alcool évidemment. Vous avez des malades comme ça qui ont une vascularite très très sévère et qui ont peu d'atteinte rénale, et d'autres qui ont une atteinte rénale absolument dévastatrice. Et c'est le cas aussi pour les lupus, pour d'autres, des connectivites, etc. Et donc ça nous pose vraiment des questions. Qu'est-ce qui fait que nos tissus, le parenchyme de nos tissus va basculer vers la destruction, vers un mode de destruction d'inflammation stérile par exemple, stérile au sens sans agent bactérien ou parasitaire ou viral. Et donc, comment pouvons nous rester en bonne santé face à des stress auto-immuns, par exemple, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait avoir une vue très générale de la question. Hein. Nos traitements aujourd'hui, ils visent en général à cibler cet aspect du compartiment, c'est-à-dire donc à avoir des immunosuppresseurs, des antibactériens, pour essayer de contrôler l'état d'activation du système immun, d'en garder ce qui pourrait être favorable, parce qu'il y a des aspects favorables de tolérance induits par le système humain, mais le système humain, lorsqu'il est trop activé, évidemment, eh bien, il entretient une boucle pathogène, en particulier donc inflammatoire dans nos tissus. Et notre objectif, dans le cas de ces maladies des glomérulonéphrite rapidement progressives à croissant, c'est vraiment de contrôler les dommages au tissu et d'essayer de voir s'il serait possible d'avoir de manipuler le système rénal, les systèmes locaux en particulier, pour avoir une tolérance à la maladie, comme Keith Richards qui a été capable de picoler et de fumer comme beaucoup aimeraient, tout en résistant à peu près. Donc si on conceptualise tout ça, eh bien, vous pouvez mettre en ordonnée votre état de santé, hein, de la bonne santé jusqu'à la mort. Et ici, j'ai pris ce schéma d'une revue dans Science que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui s'inspirait de la pathologie infectieuse, parce que les infectiologues savent depuis longtemps qu'en pathologie bactérienne et surtout parasitaire, vous avez des patients qui tolèrent des charges parasitaires considérables et qui sont peu malades, et d'autres qui en meurent. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le pathogen burden, et vous pouvez quantifier la parasitémie, par exemple, dans le paludisme, etc. Et donc,
vous avez des patients qui sont donc à différents niveaux comme ça, pour une charge parasitaire donnée. Et j'ai pensé que ça pouvait être tout à fait applicable à nos pathologies auto-immunes. Donc c'est ce que on peut imaginer que on va appeler ça la tolérance au stress, alors que et la capacité par contre à avoir un système humain qui va se débarrasser de l'auto-immunité ou de la bactérie ou du parasite, ici ça va être la résistance. Donc quand j'étais étudiant en médecine, j'adorais vous connaissez sûrement Georges Candileim, qui est un confrère, un médecin, et qui est aussi professeur de philosophie, qui a été professeur de philosophie à la Sorbonne, qui a beaucoup réfléchi au statut de normalité et de maladie. Et il avait, alors je suis désolé, je donne souvent ce topo en anglais, évidemment il a écrit ça en français au départ dans cet ouvrage. Que finalement, être normal, c'est être en bonne santé, c'est pas seulement ne jamais tomber malade, c'est être capable de tomber malade, mais justement d'en réchapper, de revenir à un état qui n'est pas forcément la santé antérieure, c'est d'avoir un nouvel état de santé, plus ou moins bonne. Et c'est évidemment fort, voilà. Donc, comment peut-on appliquer ce genre de concept pour travailler à la physiopathologie et au mieux au traitement des maladies du glomérule, puisque le glomérule c'est vraiment la cible d'une quantité de maladies auto-immunes pour plusieurs raisons, parce que c'est un filtre à immun complexe, puisque 20% du plasma filtré à chaque instant et transperce l'anse capillaire glomérulaire, et aussi parce que c'est un capillaire donc extrêmement soumis à des contraintes physiques et biologiques majeures, et tout ce qui est la pathologie à neutrophile aussi, et se traduit souvent par un temps de résidence des neutrophiles exagéré dans sa circulation pour différentes raisons. Et c'est le cas des vascularites en cas que vous connaissez bien. Alors, quand vous avez sûrement d'autres données, moi j'ai trouvé ces données que je trouvais impressionnantes, sont les données en population de la survie des patients atteints de vascularité en cas, donc ici en Suède, où vous avez, et par comparaison, ce sont vraiment des cohortes nationales, donc des comparaisons avec la survie des patients ajustés sur l'âge, de même âge. Et vous savez bien que en fait, ce qui va pas bien dans la vascularité en cas, c'est surtout les premiers mois. Vous voyez là les 2 premières années, mais surtout les toutes premières semaines, où là il y a un dégringolade, on perd des patients, et ensuite, eh bien, ça diverge lentement, mais moins sévèrement de la population générale. Et on a donc la question, c'est finalement ça, c'est avec le standard of care, avec les traitements d'aujourd'hui. Donc c'est quand même pas suffisant. On aimerait être resté à peu près là. Donc, d'où notre approche. Ici, ce sont des données anglaises à propos des granulomatoses. Vous avez exactement la même chose. Donc, il y a une fenêtre. Là, il faut trouver des nouvelles stratégies complémentaires des immunosuppresseurs, sûrement améliorer les modes d'administration des immunosuppresseurs, mais il y a de quoi, il y a vraiment quelque chose à faire là pour éviter ça. Est-ce que c'est parce que les immunosuppresseurs sont trop lents à agir? Est-ce qu'ils vont mettre quelques jours, quelques semaines critiques? Ça, je ne peux pas vous dire. Donc, notre travail au laboratoire, il est parti du principe que ce qui se passe dans une glomérulonéphrite rapidement progressive à croissant, vous voyez, avec cette prolifération anarchique de cellules pariétales épithéliales et de podocytes, les cellules glomérulaires épithéliales, qui remplissent la chambre urinaire et détruisent le capillaire, avec de la nécrose fibrinoïde ici, eh bien ça survient si finalement la lésion type de différentes maladies, les vascularites en cas, mais aussi le syndrome de Gooch-Pasteur et les pathologies infectieuses par exemple, et le lupus avec des complexes humains circulants et certaines IgA. Donc nous sommes partis à l'envers. Au lieu de nous intéresser à la physiopathologie, l'immunopathologie, nous dit qu'est-ce qui fait qu'il y a une perte de tolérance du glomérule à l'inflammation. Nous avons logiquement cherché des systèmes qui pourraient être dérégulés dans les tissus de patients et d'animaux de modèles murins, qui pourraient induire une prolifération des cellules épithéliales glomérulaires. Et en particulier, nous nous sommes intéressés à la voie de l'EGFR, Epidermal Growth Factor,
qui est un système que vous connaissez sûrement, qui est ubiquiste. Vous avez des récepteurs ubiquistes dont le prototype est le récepteur EGFR. Dans le cancer du sein, vous avez aussi ce récepteur de classe 2, ERB2, très inductible, et dans des cellules inflammatoires aussi. Voilà. Et ces récepteurs sont stimulés par un groupe de ligands et qui déterminent la spécificité d'activation. En fait, les récepteurs sont quasiment ubiquistes, mais les ligands sont en général très compartimentés et finement régulés. Eh bien, en regardant quels étaient les ligands de la voie EGFR dans les tissus, dans les glomérules des patients et dans un modèle murin de syndrome de Guttmacher expérimental, eh bien, nous avons vu qu'un des ligands, qui n'est pas exprimé dans un glomérule normal, apparaissait. C'est ce que vous voyez ici sur une coupe serrée. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mais dans un rein normal, il n'y a pas de marquage d'HBEGF, donc heparin binding EGF, immunoréactif dans les glomérules. Il y en a dans les tubes, mais ça c'est autre chose. Et on en trouve plein dans le croissant, et en particulier dans les podocytes. Donc, dans les croissants, mais y compris dans les podocytes et les cellules pariétales épithéliales, qui sont les cellules qui vont être engagées dans la migration, la prolifération qui forment le croissant. Ce qui nous a paru intéressant, c'est que non seulement dans le croissant, vous en avez plein, mais aussi dans les sections glomérulaires encore indemnes de croissant, ce qui peut être intéressant parce que vous savez que quand on fait une biopsie rénale en urgence quand on suspecte une glomérulonéphrite à prolifération extracapillaire comme ça, parfois vous avez très peu de glomérules sur la coupe, et c'est difficile de savoir si vous avez... Enfin, on peut passer à côté. Et là, je peux vous garantir, tous les patients, je vous montrerai ça à la fin, ont de l'HBEGF immunoréactif, y compris dans les glomérules non encore détruits. Ça, c'est 6 différents cas, aussi des immunomarquages un peu grossis. Vous avez des mycopolangéites, 5 cas, une endocardite, quelqu'un qui avait une endocardite droite, et bien on trouve toujours cet HBEGF immunoréactif dans les podocytes, ici, et dans les cellules pariétales, et puis ici par exemple dans un croissant qui commence à se former. Alors est-ce que cet HBEGF est pathologique? Parce que pour être simplement un biomarqueur, que parmi d'autres. Eh bien oui, parce que lorsqu'on injecte des anticorps antimembrane basale glomérulaire à une souris déficiente génétiquement en HBEGF, eh bien elle ne meurt plus d'insuffisance rénale rapidement progressive, contrairement à 30% des souris normales. Elle développe beaucoup moins de destruction glomérulaire que vous voyez ici. Là, vous avez une perte complètement des capillaires avec de la matrice extracellulaire. Et c'est ce qui est quantifié ici. Et les souris étaient moins albuminuriques après une semaine. Et ça a été prolongé jusqu'à 1 mois, ça se vérifie. Donc elles sont moins albuminuriques, avec moins d'œdème, moins d'acide ici, et la créatinine et l'urée ici, qui était élevée chez ces souris, était restée à des niveaux normaux en absence génétique d'HBEGF. Alors l'HBEGF, est-ce que cet HBEGF, alors cet HBEGF, il avait été cloné, purifié dans les années 90, d'abord dans les macrophages humains et puis murins. Et puis ensuite, ultérieurement décrit aussi dans un certain type de lymphocytes T humains. Donc nous avons fait des greffes de moelle pour savoir si c'est l'HBEGF du rein ou l'HBEGF immunologique qui était pathogène. Parce que là, chez les souris, il y avait une déficience globale en HBEGF. En fait, seules les souris, et puis nous avons refait le modèle de glomérulonéphrite extracapillaire, et là, seules les souris qui avaient un rein incapable de faire de l'HBEGF, même avec une moelle osseuse, des cellules inflammatoires capables d'apporter de l'HBEGF, seules ces souris-là ont été protégées, ce qui était vraiment en faveur d'un rôle local de l'HBEGF. Ce qui a été aussi observé ici, nous sommes capables, donc nous avons une petite technique pour isoler les glomérules de mammifères, de rongeurs, de cochons aussi et d'humains même, de les mettre en culture et de faire un modèle entre guillemets de croissant in vitro où les podocytes se mettent à quitter les anses capillaires très rapidement en quelques jours, à proliférer, à migrer. Vous pouvez faire aussi des études mécanistiques. Et en l'absence d'HBEGF, eh bien on se rend compte que les podocytes qui normalement avec des facteurs de croissance se mettent à proliférer en culture, ici il y a un facteur de transcription spécifique des podocytes pour les reconnaître, qui s'étale autour du glomérule, eh bien cet événement-là, il est nettement diminué en l'absence d'HBEGF, suggérant que c'est une voie absolument majeure. Et chez la souris, grâce à du génie génétique courant, un système Crelox, nous avons pu induire de manière, chez l'adulte, chez la souris adulte, la déficience génétique donc en récepteur à l'HBEGF, EGFR, que dans les podocytes. Et enlever un seul récepteur dans un seul type cellulaire minoritaire du glomérule a été suffisant
pour limiter l'albuminurie et prévenir l'insuffisance rénale et la mort par l'insuffisance rénale ici, dans un modèle sévère de glomérulonéphrite accroissant. Donc je vous passe les détails de ça, c'est la microscopie électronique qui montrait que les podocytes restaient mieux différenciés malgré l'injection du sérum néphrotoxique antimembrane basale glomérulaire chez ces souris. Alors chez l'homme, eh bien, nous avons comparé de manière tirée au hasard une quarantaine de glomérulopathies et qu'elles soient à prolifération extracapillaire accroissant, d'étiologies diverses, ou bien nous avons pris des pathologies sans prolifération extracapillaire mais protéinuriques, comme le diabète, vous avez l'amylose, des LGM, minimal change disease, une glomérulonéphrite extramembraneuse, membranous nephropathy, des néphropathies IgA, des HSF débutantes. Et vous voyez qu'ici, comme dans un rein normal, il n'y a pas d'HBGF dans le glomérule. Il y en a constitutivement dans les tubes, ainsi que d'autres ligands qui sont redondants et qui sont importants parce que dans les cellules épithéliales tubulaires se régénèrent régulièrement. En revanche, dans les cas de pathologie extracapillaire, eh bien, il y a bien de l'HBGF dans les cellules épithéliales engagées dans le croissant. Alors, on arrive à c'était une première étape qui suggérait que, bien sûr, en plus des stratégies qui visent à diminuer l'intensité de l'agression endovasculaire de la vascularite, justement, les immunosuppresseurs en particulier, peut-être aujourd'hui aussi les anti-C5, eh bien, il y a peut-être de la place pour des stratégies complémentaires pour bloquer la destruction glomérulaire en agissant sur ces voies dérégulées au sein du tissu. Et ça nous paraît important parce que la protection, ça ce ne sont que des souris bien entendu, a été vraiment très significative en l'absence de tout immunosuppresseur. Donc on peut imaginer que nous ne l'avons pas fait, qu'on aurait pu avoir les deux stratégies concomitantes pour une protection très importante. Alors qu'est-ce qui se passe en aval de l'EGFR, HBGF, EGFR? Nous allons savoir un peu plus. Eh bien, pour être plus spécifique du processus inflammatoire rénal, et nous avons vu qu'en aval de GFR, en fait, il y avait ce facteur de transcription, STAT3, qui est connu, qui est très intéressant parce qu'il est impliqué dans des phénomènes de dédifférenciation, prolifération cellulaire, notamment en oncologie, souvent avec la voie JAK-STAT dans les syndromes myéloprolifératifs, mais on trouve ça dans les tumeurs solides aussi de manière même JAK indépendante. En particulier EGFR dépendante. Et vous voyez que là, c'est en Western blot, les glomérules des souris néphritiques expriment fortement la forme active phosphorylée de STAT3. Et en fait, lorsqu'on regarde en immunofluorescence, ce STAT3, il est dans les podocytes qui sont marqués ici en rouge, dans les noyaux des podocytes, très spécifiquement au début de la maladie. Ce qui a été quantifié ici, en même temps que le récepteur EGFR est activé, STAT3 est activé, et nous avons pu montrer par ailleurs qu'en bloquant ce EGFR, on diminuait une grande partie de l'activité STAT3. Qu'est-ce qu'il en est chez l'homme? Et bien chez l'homme, c'est vraiment la même chose. Dans des pathologies protéinuriques, des glomérulopathies protéinuriques non prolifératives, comme une LGM et une GEM, eh bien vous avez des podocytes ici en rouge et pas de STAT3. Et ce STAT3, il apparaît dans des micropoléangiites, typiquement là, ou bien dans des glomérulonéphrite aussi accroissants, par exemple lupiques de classe 3 ou 4. Vous voyez aussi, STAT3 est très important, et le différentiel est encore plus spectaculaire que chez la souris, peut-être parce que les patients viennent assez tard en fait, avec des patients très malades. Et STAT3, encore une fois, est très important pour la prolifération et la dédifférenciation de ces podocytes glomérulaires, puisque lorsqu'on met des glomérules de souris en culture, l'inactivation pharmacologique avec une drogue lead anti-STAT3 qui a été développée en oncologie, ou bien une inactivation du gène STAT3 uniquement dans ces cellules, limite la prolifération et la dédifférenciation des podocytes. Et les souris sans STAT3 dans les podocytes uniquement récapitulent ce que nous avions observé en l'absence de GFR et d'HBGF. Elles sont effectivement beaucoup moins susceptibles aux lésions histologiques glomérulaires, développent moins d'albuminurie et sont indemnes d'insuffisance rénale. Donc tout cela était en faveur d'une cascade. Nous avons pu montrer aussi in vitro, en tout cas, que la voie de l'interleukine 6 est un co-stimulateur de cette voie STAT3 de manière synergique avec le GFR.
Alors, vous savez que des anti-IL-6 ont été testés notamment dans les néphropathies lupiques avec des résultats extrêmement mitigés, pour ne pas dire négatifs. Et ça ne nous étonne pas. Alors, le rationnel au départ était plutôt anti-inflammatoire, anti-immunitaire, mais en fait, les anti-IL-6 pouvaient avoir un rôle théorique sur la formation, la destruction extracapillaire rénale. Mais en fait, il y a une redondance majeure par la voie de l'EGFR, ce qui fait que nous pensons que ça peut expliquer l'échec. En fait, STAT3 est important non seulement pour la destruction glomérulaire, mais lorsqu'on administre l'antagoniste STAT3 à des souris en même temps que le sérum néphrotoxique, eh bien, on prévient aussi les lésions tubulo-interstitielles, ici marquées, c'est la fibrose marquée au Roche-Thyrius. Là, c'est à partir de 15 jours d'évolution. Donc, il y a un effet, et nous avons vu qu'effectivement, STAT3 était, après son apparition dans les podocytes malades, dans les glomérules malades, apparaît dans les tissus. Et ça, c'est chez l'homme. Vous voyez, là, c'est une néphropathie du HIV, c'est une autre histoire, mais c'est parce que c'est une pathologie extracapillaire aussi majeure, les glomérulopathies collapsing. Des HSF sévères et des pathologies des glomérulonéphrites à croissant ici associées à des ANCA, eh bien, exprime la forme active de STAT3 dans les tubes, ainsi qu'une enzyme qui est susceptible de phosphoryler STAT3, IPK2. Et donc, vous voyez dans les cellules épithéliales, non seulement dans les glomérules, mais aussi dans tous les tubes, STAT3, avec l'évolution de la maladie, apparaît. Donc, nous avons fait un petit pas. En aval de la voie HbGF-EGFR, eh bien, il y a une convergence avec la voie de l'IL-6. STAT3 est un événement clé pour déterminer une prolifération, une dédifférenciation podécitaire et une formation de croissant destructrice du glomérule. Alors, est-ce qu'on peut bloquer ces voies-là? Chez la souris, nous l'avons fait avec l'anti-STAT3, avec le génie génétique, avec le Tarceval, l'erlotinib, qui est donné dans les cancers bronchiques non à petites cellules, qui est un anti-kinase spécifique de GFR, avec des résultats importants. Mais pour ce genre de maladie, est-ce que vraiment on peut tolérer ce type de drogue? Alors, les anti-STAT3 ont été testés, ça donne des effets secondaires catastrophiques en oncologie, dans des glioblastomes par exemple, ça donne des neuropathies, ça donne une tolérance digestive absolument catastrophique, donc c'est hors de question apparemment. Et les anti-IGFR, eh bien, nous semblaient vraiment intéressants. Pourtant, nous les avons donnés à des macaques, chez lesquels nous avons induit, grâce à un projet financé par l'ANR, une glomérulonéphrite extracapillaire. Ça valait le coup parce que si ça marchait, on pouvait aller tout de suite en clinique avec cette drogue, ce médicament qui est déjà sur le marché. Nous avons eu une protection, c'est non publié, nous avons une protection remarquable contre les lésions glomérulaires, mais par contre une catastrophe au niveau tubulaire. Et en fait, contrairement à la souris, il se trouve que l'EGFR est très très important dans ce contexte pathologique pour protéger les tubes de l'ischémie secondaire à l'atteinte glomérulaire et peut-être même des phénomènes inflammatoires des capillaires péritubulaires. Et donc nous sommes restés sur cette idée qu'il faudrait bloquer la voie, mais pas comme ça. Les anti-EGFR sont bien tolérés chez quelqu'un qui a un cancer et qui n'a pas de néphropathie, mais apparemment, moi je pense que dans le contexte d'une glomérulopathie sévère comme ça, il ne faut pas donner d'anti-EGFR. Alors, en parallèle, nous avons vu que les cellules épithéliales glomérulaires ont un changement de phénotype, de comportement absolument évident. Ils se mettent à proliférer et on sait que ça implique un changement de métabolisme. Les cellules utilisent en général non plus les acides aminés et les acides gras libres, mais plutôt du glucose pour proliférer. Et on sait que les voies importantes pour utiliser les acides gras, c'est la voie des PIPAR, qui sont des récepteurs nucléaires, PIPAR alpha, bêta, gamma, delta. Et PIPAR gamma a attiré notre attention. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il est très fortement et constitutivement exprimé par les cellules épithéliales rénales, en particulier par les podocytes. Et ça nous a étonné parce que le PIPAR gamma a été au départ découvert dans les adipocytes. C'est un gène maître pour la différenciation adipocytaire et qui gouverne l'expression de gènes impliqués dans la capture et le stockage des acides gras libres.
Il a aussi des effets dans le foie notamment et dans le muscle strié, un rôle pour favoriser la capture de glucose et diminuer la gluconéogenèse, favoriser donc la luminosensibilité. Des agonistes de ces facteurs ont été développés dans les années 2000 en mimant ce que l'on suppose être des ligands endogènes dérivés donc des cosanoïdes, de médiateurs lipidiques, pour favoriser l'activité transcriptionnelle de ces facteurs et favoriser l'équilibre glucidique, notamment dans le diabète de type 2. Par ailleurs, la voie pipargamma non seulement contrôle le métabolisme lipidique, mais aussi a des effets anti-inflammatoires par un phénomène appelé transrépression, en réprimant la voie inflammatoire NF-κB, en particulier, vous voyez, qui est donc réprimant des médiateurs tels que le TNF, aussi induit dans les syndromes métaboliques, et les COX et interleukine 1 de l'inflammation. Et il est surprenant pourtant de voir que dans des cellules qui ne sont pas du tout des adipocytes, vous voyez, le marquage anti-pipargamma est très prévalent dans les cellules épithéliales glomérulaires. Ici, c'est un rein humain normal. Si on zoome, on voit que c'est dans les podocytes, dans les cellules pariétales, dans les cellules mésangiales, dans les cellules endothéliales, enfin un peu partout, et dans les cellules tubulaires. Néanmoins, quand il y a une pathologie extracapillaire avec une dédifférenciation des cellules et en particulier des podocytes, ici dans une HSF et de manière encore plus visible dans les glomérulonéphrite à croissant, eh bien le marquage pipargamma, il demeure dans les cellules voisines, les mésangiales, mais il est perdu dans les cellules épithéliales. Vous voyez, les noyaux sont bleus, ils ne sont plus du tout marqués en brun dans ces podocytes et les cellules pariétales. Et dans les cellules du croissant, il n'y a plus de pipargamma. Pipargamma, vous avez un marquage un peu sale dans le cytoplasme, mais plus dans les noyaux, suggérant une perte d'activité transcriptionnelle de ce facteur. Alors, un étudiant du laboratoire, un jeune néphrologue très brillant, François Gaillard, a été chargé de comprendre, avec une postdoctorante, Carole Hennig, de comprendre quel est le rôle de pipargamma dans le tissu rénal dans les pathologies extracapillaires. Nous avons vu que il y avait une drôle de chose qui se passait, c'est qu'en même temps que, comme chez l'homme, quand il y a une glomérulopathie, l'expression de pipargamma diminue nettement dans les glomérules et même dans les tubules, lorsqu'on est à une phase chronique de plusieurs semaines, ce qui est quantifié ici, en même temps que la voie stade 3 est activée. Par ailleurs, on voit qu'au cours du développement de la fibrose interstitielle, pipargamma est donc très bas. Et il était connu depuis une dizaine d'années quand dans des modèles moins sévères, expérimentaux de maladies protéinuriantes, en particulier un équivalent de LGM, de syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime chez le rein induit par l'aminopyrimycine de nucléoside, PAN, chez les rats, un agoniste pipargamma avait des effets protecteurs sur la protéinurie, ici, donc c'est PAN plus la pioglitazone, en l'occurrence ici, avait des effets antiprotéinuriques, que cette pioglitazone soit administrée en même temps que la drogue néphrotoxique, ou bien de manière retardée, ici c'était à partir de 4 jours, on avait des effets antiprotéinuriques, par exemple ici, post-pio, les rats avaient reçu la pioglitazone alors qu'ils étaient néphrotiques au départ. Mais les mécanismes protecteurs de la pioglitazone n'étaient pas connus. Plus récemment, un groupe de néphrologues pédiatres américains, Bill Smoyey et Shibra Agrawal, ont repris ce modèle et ont pu montrer que la signature transcriptomique de la pioglitazone et des glucocorticoïdes sur les glomérules des rats était extrêmement chevauchante, suggérant des voies communes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu montrer aussi que l'effet antiprotéinurique de la pioglitazone était synergique des glucocorticoïdes. Ici, vous avez des rats protéinuriques donc sans traitement. Et lorsqu'on leur donne de la pioglitazone, on peut associé à une faible dose de glucocorticoïdes, on a un effet antiprotéinurique similaire aux fortes doses de corticoïdes. Donc c'était 3 fois moins de glucocorticoïdes. Actuellement, la FDA a considéré ces résultats et envisage d'utiliser la pioglitazone dans le syndrome néphrotique, dans la LGM de l'enfant, avec un effet pour un essai d'équivalence.
car les corticoïdes ont des effets absolument dévastateurs chez les enfants qui ont des néphroses lipoïdiques. Si on revient à notre modèle de souris beaucoup plus malade, avec non seulement une protéinurie, mais une destruction, une insuffisance rénale rapidement progressive, ce qui n'est pas le cas du rat que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, dans le modèle de glomérulonéphrite à anticorps anti-membrane basale glomérulaire, pipargamma disparaît des glomérules assez rapidement. Il est dans les podocytes dans un rat normal, dans un rat normal, et disparaît des podocytes, ici, chez les souris néphritiques. Et lorsque génétiquement on retire l'expression constitutive de pipargamma à une souris, elle se développe très bien, elle a des reins normaux, mais lorsqu'elle est stressée par l'agression immunologique, eh bien, vous observez une prolifération extracapillaire en croissant bien supérieure, alors que les dépôts de sérum néphrotoxique sont les mêmes, et la réponse humorale et cellulaire qui a été mesurée est évidemment la même, puisqu'on a touché 15 gènes dans le podocyte, avec une protéinurie et une insuffisance rénale rapidement progressive bien supérieure. Donc, ce qui montrait que le pipargamma podocytaire a un rôle absolument pivot pour contrôler la tolérance glomérulaire à l'agression. Et nous avons ensuite repris ces données en donnant de la pioglitazone, donc avoir une approche gain de fonction cette fois-ci, chez des souris normales. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a une prévention de la formation des croissants par l'agoniste pipargamma chez les souris normales. Et celle-ci est perdue chez les souris qui n'ont plus pipargamma dans les podocytes. Ce que l'on quantifie ici, voici l'effet protecteur sur la destruction histologique de la pioglitazone chez les souris normales, avec un effet donc antiprotéinurique et un effet préventif de l'insuffisance rénale. Mais ces effets sont perdus chez les souris donc qui ont un phénotype exacerbé en l'absence de pipargamma dans les podocytes. Suggérant que, contrairement à ce que l'on pouvait imaginer, il y a peut-être des effets anti-inflammatoires qui ont été décrits par ailleurs, systémiques des glitazones, de la pioglitazone, mais un effet absolument majeur sur le rein, sur les cellules rénales. Alors, pour finir, nous avons utilisé une sorte de preuve de concept thérapeutique où la pioglitazone, cette fois-ci, a été administrée de manière retardée. Après 4 jours d'évolution du syndrome néphritique, nous avions des souris non traitées, des souris traitées depuis J0, qui étaient déjà hypoalbuminuriques à J4, et nous avons tiré au sort les souris non traitées jusque-là, et nous les avons traitées une semaine. Et vous voyez qu'une semaine plus tard, à J10, eh bien, il est possible de récupérer un effet antiprotéinurique chez les souris, même lorsque la maladie avait déjà débuté, et de prévenir l'évolution vers l'insuffisance rénale et la destruction histologique. Donc, tout ça pour... Alors, ce que je ne vous montre pas pour faute de temps, c'est que lorsque nous avons administré la pioglitazone, la voie stade 3 est complètement effacée. Il n'y a plus d'activation stade 3 dans les glomérules et même dans les tubes, avec un effet protecteur à court terme à J10 sur le glomérule, mais à J21 sur l'ensemble des structures tubulo-interstitielles. Donc, ce sont des mécanismes sur lesquels nous travaillons en ce moment, parce que stade 3 n'est pas une cible transcriptionnelle de pipargamma directement, et il y a des nouvelles interactions qui se produisent. Voilà, donc pour finir, je pense que ces exemples nous suggèrent qu'il y a toute une possibilité, théorique en tout cas, mais avec peut-être des options thérapeutiques, pour augmenter la tolérance des reins de nos malades à une agression immunologique en jouant sur les systèmes locaux. Et peut-être le moins toxique pourrait être la voie pipargamma aujourd'hui. Et je termine en remerciant Alexandre Carras qui fait partie vraiment de l'équipe de recherche et qui vient au Lab Meeting, avec lequel nous avons des discussions vraiment intéressantes, qui nous permet vraiment l'aspect translationnel avec tout ce que je vous ai montré sur les tissus humains. Carole Hennig, qui a été la postdoctorante, maintenant maître de conférence à Créteil, qui a été vraiment l'architecte d'une grande partie de ses travaux, avec Olivia Lenoir, Guillaume Bollet, qui est maintenant PUPH de néphrologie à Montréal, et des thésards comme par exemple François Gaillard, qui a été très actif ces derniers temps sur le volet pipargamma. Je vous remercie.